tous et merci beaucoup d'être venus à cette demi-finale du championnat de France de débat parlementaire qui oppose les équipes Les Tribuns de Saint-Germain et Révolte-toi Assas. Donc, comme je viens de vous le préciser, aujourd'hui nous sommes en demi-finale. Donc ce match va déterminer qui rejoindra l'équipe de Dauphine Éloquence en finale. Donc merci aux deux équipes d'être ici et avant toute chose, félicitations pour vous être ici jusqu'en demi-finale. Dieu sait que ce n'est pas facile, donc bravo à vous. Incroyable. Alors, oui, non, mais j'ai voulu commencer par une note positive. Bon, maintenant, les trucs moins positifs. Je vais commencer par un rappel des règles nécessaires, même si je sais qu'à ce stade de la compétition, vous les connaissez très bien. Donc, comme vous le savez, ça va surtout être des règles de temps. Vous avez chacun 5 minutes de temps de parole avec une tolérance de plus ou moins 15 secondes. On n'a pas changé les règles au dernier moment. Ce qui signifie que si vous faites un discours en dessous de 4 minutes 45 ou au-delà de 5 minutes 15, c'est strictement éliminatoire pour votre équipe. À 5 minutes, nous vous dirons « veuillez conclure », ce qui signifiera que vous aurez 15 secondes pour conclure. Et à 5 minutes 15, nous vous dirons « veuillez vous rasseoir ». Et à ce moment-là, deux options. Soit vous arrêtez tout de suite de parler et vous allez vous rasseoir, ce qui n'est pas considéré comme un hors-temps, soit vous prononcez un seul mot après le « veuillez vous rasseoir » et c'est un hors-temps. Vous n'avez pas d'indication pour 4 minutes 45. En revanche, vous avez deux indications dans le discours, puisque à 1 minute, nous allons taper sur la table. Tristan, magnifique. C'est incroyable. Donc nous allons taper sur la table, ce qui signifie une chose, que les questions seront ouvertes. Donc comme vous le savez, ça signifie que l'orateur qui prend la parole sera dans l'obligation de prendre au moins une question, et que l'équipe d'en face sera obligée de poser au moins une question, auquel cas sinon, bien sûr, c'est éliminatoire. À 4 minutes, nous retaperons sur la table, ce qui signifiera que les questions seront fermées, et que donc si vous n'avez pas pris ou posé de questions à ce moment-là, ce sera trop tard. Également, je vois que ce n'est pas le cas, mais vous n'avez pas le droit aux objets électroniques, quels qu'ils soient, que ce soit montre connectée, téléphone, tout ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et évidemment, vous n'avez plus le droit au chronomètre, mais ça, vous le savez depuis l'écart. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Mais non, mais je l'annonce. Bon, bref. On me laisse pas faire ma DA. Donc, pour rappel, les deux équipes s'opposeront sur le sujet. Ce gouvernement appliquerait le scrutin proportionnel plurinominal pour les élections législatives. Il est hyper fun, vous devinez peut-être qui il est. Nous avons donc au gouvernement Saint-Germain et à l'opposition Révolte-toi Assas. Et ça va bientôt être à vous, donc en guise de dernier conseil, je vous dirais de vous faire confiance. Vous êtes des orateurs capables et talentueux qui ont réussi à se hisser jusque-là. Prenez du plaisir dans vos prises de parole parce que c'est quand même le but premier de ce pourquoi on est tous présents et que le meilleur gagne. Les atroces aussi, ils vont prendre la confiance. Oui, bah moi, c'est toi qui annonce. Hein. Oui, c'est pour ça que je voulais annoncer à ce moment-là. Alors, sur le sujet, ce gouvernement appliquerait le scrutin proportionnel plurinominal pour les élections législatives. La parole est à Monsieur le Premier ministre Clément Lecoutre. Il est des constats que nous ne pouvons ignorer. Le scrutin majoritaire aux législatives a fait son temps. Et par peur du changement, nous préférons laisser s'installer confortablement tous les vices de la démocratie. Crise de la représentativité, des intérêts pour la politique, vote barrage quasi systématique. Notre système actuel est fonctionnel, certes, mais seulement pour ceux qui ne mettent pas l'expression populaire au centre de leurs préoccupations. Notre pays n'est plus dans une opposition bipartisane simple. Nous devons nous mettre à la page. C'est pourquoi nous décidons ce jour de faire basculer les élections législatives d'un vote au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours à un scrutin proportionnel plurinominal régional à 1 tour. Proportionnel, car les sièges de l'Assemblée nationale sont répartis en considérant les résultats de chacun des partis et pas simplement avec une opposition binaire gagnant-perdant.
des élections comme le majoritaire l'impose. Et plurinominal, car des listes pourront se présenter dans toutes les circonscriptions que seront chaque région de France métropolitaine, chaque département, région et collectivité d'outre-mer, ainsi qu'une circonscription pour les Français de l'étranger. Les listes se devront d'être paritaires avec une alternance entre les sexes, car la représentativité passe aussi par là. Les femmes sont largement minoritaires au Parlement, ce que notre système permettra entre autres de résorber. Pour mettre en place cette mesure, nous modifierons les articles L121, L123 à L126 du Code électoral qui régissaient préalablement les conditions d'application du scrutin uninominal majoritaire pour les remplacer par les conditions du scrutin proportionnel plurinominal régional. Il est temps de mettre fin à la suprématie des gros partis. Il est temps de donner à tous les courants politiques une place au sein de l'hémicycle. Il est temps d'écouter le peuple dans son intégralité. Notre système se veut représentatif, moderne et réfléchi. Il découle d'un constat simple. Les Français n'arrivent plus à aller voter. En 2022, c'est 53,8% d'abstention au second tour des législatives. En 2017, c'est 57,4%. 57,4%. Et pourquoi cela? Parce que les Français en ont marre. Marre de ne pas voter pour mais contre, de voter utile et pas personnel, voter pour faire barrage et pas pour la représentativité. Le scrutin majoritaire écrase les partis minoritaires. Et cela même sans laisser ne serait-ce que quelques miettes. Il supprime totalement les espoirs de représentativité. Lorsqu'un candidat perd, c'est tout son électorat qui s'efface. Monsieur, je vais prendre votre question. Y aura-t-il un seuil instauré pour pouvoir être élu dans votre assemblée? Il n'y aura pas de seuil en tant que tel. Le seuil sera fait par la méthode de calcul des proportionnels, qui sera la méthode HONT, qu'on pourra vous détailler plus tard si vous le souhaitez. Florian Chauche, candidat LFI de la 2e circonscription du territoire de Belfort, perd les élections législatives de 2024, malgré le fait qu'il ait obtenu 49,4% des voix. Quel pourcentage de ces électeurs sont donc représentés au sein de l'hémicycle? 0. Et quelles sont les conséquences nationales sur ça? LFI, au premier tour des élections de 2017, c'est 5,3 millions de voix. Mais finalement, seulement 17 députés élus. À côté de ça, la majorité présidentielle, c'est 15,8 millions des voix au premier tour. La finalité, 346 députés élus. Certes, LFI avait 3 fois moins de voix, mais c'est avec 20 fois moins de sièges qu'il se retrouve. Le scrutin proportionnel plurinominal régional est le compromis parfait. Il assure à chaque parti la possibilité d'avoir la représentation qu'on lui vole depuis de nombreuses années. C'est notamment ce que vous expliquera Madame Lisa Saint-Leb, ministre de l'Intérieur, en vous détaillant toutes les spécificités de notre mode de scrutin. Ensuite, Monsieur Marouane Bénis, ministre de la Démocratie et de la Citoyenneté, vous démontrera comment le scrutin majoritaire est en train de tuer à petit feu l'expression du vote et comment est-ce que notre mesure ravira ces flammes. Enfin, Madame Charlotte Hémon, rapporteure générale du gouvernement, résumera nos dires et achèvera de vous convaincre que ce changement est incontournable pour notre démocratie. Parce qu'avec notre projet de loi, chaque voix comptera. Les Français se sentiront concernés, investis, conscients que le moindre vote servira la cause qu'ils ont envie de défendre. Avec le scrutin majoritaire, les alliances ne se font pas pour les bonnes raisons. Les partis pensent coalition uniquement pour se faire élire, car ils en ont besoin. Et une fois installés dans leur siège de député, ils se rappellent qu'ils ont des intérêts. L'alliance explose. Ce que nous voulons, nous, c'est un système où les alliances se décident dans l'hémicycle, où les coalitions se forment après les élections. La voix des Français dans les urnes ne doit pas être quelque chose que l'on fatigue, que l'on déçoit, que l'on invisibilise, au risque que le meilleur choix pour eux soit de ne plus vouloir aller voter. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la chef de l'opposition, Isis Rosine. « 80% des Français n'ont pas confiance dans les partis politiques. La France est frappée d'une crise de confiance en ses institutions. Et face à ce diagnostic,
les responsables politiques s'adonnent périodiquement à un plaisir gourmand, présentés sous des habits neufs, des idées de réforme plus ou moins éprouvées. Hier, une volonté de 6e République portant la revalorisation du Parlement. Aujourd'hui, le rétablissement du scrutin proportionnel pour l'élection des députés. Mais face à un sentiment d'abandon des citoyens français, le gouvernement altère le lien entre le représentant et le représenté. Face à une crise d'instabilité démocratique causée par l'absence de majorité au Parlement, le gouvernement jette l'éponge. Il abandonne la possibilité de guérir la politique française et lui porte même le coup fatal. Alors, chère Assemblée, ce soir, notre opposition se dresse fermement contre cette chimère que propose le gouvernement et se bat contre l'instauration d'un scrutin proportionnel plurinominal pour l'élection des députés en France. Alors, Monsieur le Premier ministre nous annonce, avec si peu d'emprunt, une mesure pourtant fort divertissante, car elle consiste en une proportionnelle régionale. Bon, il ne nie pourtant pas le constat qui est évident, l'instabilité de notre Assemblée, incapable de voter des lois dues au tripartisme qui la compose et qui provoque des blocages évidents. Mais pour résoudre ce problème, il décide d'instaurer des élections qui seraient proportionnelles, à même de favoriser soi-disant le pluralisme, la discussion et une culture du compromis. Sans aucune prime majoritaire et sans le fait majoritaire, vous vous assurez d'une assemblée dans laquelle jamais une majorité n'émergera, a fortiori au vu de la radicalisation des 3 partis prédominants pour lesquels il est impossible de collaborer. Chacun va continuer de s'écharper, censurant les positions des autres à tour de rôle. Soyez réalistes, 2 législatures viennent d'être bloquées par les assemblées divisées. Les sondages montrent des radicalisations des opinions, le compromis ne fonctionnera pas. Et puis alors, vous nous parlez d'une proportionnelle et vous ne nous parlez même pas de seuil. Donc on ne sait pas à partir de combien les partis pourront se présenter, parce qu'en dessous de 0,1%, ça fait la moitié d'un député. Donc à moins que vous ayez prévu d'envoyer des moitiés de députés à l'Assemblée, nous ne savons pas comment vous allez faire. Et a fortiori, vous voulez utiliser la méthode D'Hondt, qui contribue à redistribuer aux partis majoritaires les petits pourcentages restants. Bel moyen de favoriser la progression des partis minoritaires. Alors, face au constat de l'instabilité politique existant et concret, mais face au danger résultant de la proportionnelle proposée par le gouvernement, nous optons pour une contre-proposition visant à remédier à toutes ces difficultés. Celle-ci consistera en un scrutin majoritaire uninominal à un seul tour. Dès lors, la représentativité territoriale est maintenue, telle qu'elle fonctionne actuellement, telle qu'elle est comprise et désirée par les électeurs. Mais au lieu de diluer les résultats par 2 tours permettant des alliances de partis et une majorité relative à l'Assemblée, le tour unique permettra de faire émerger directement un parti majoritaire, solide et représentatif. Je prendrai votre question, monsieur. Pourquoi est-ce que vous semblez vouloir associer scrutin proportionnel et instabilité alors que nous voyons dans tous les pays européens que cela fonctionne ? Merci pour votre question, monsieur, parce que précisément, l'Assemblée actuelle fonctionne au fait majoritaire et pourtant, depuis 2 législatures, elle n'arrive pas à avoir de majorité. Or, un scrutin proportionnel, c'est dans le nom même, va permettre de favoriser des candidats selon leur proportion. Or, je doute qu'un candidat au proportionnel fasse plus de 50% du premier coup. Cette contre-proposition que nous faisons est l'unique solution viable face à l'ampleur des problèmes soulevés par la proportionnelle. D'abord, un problème conséquent d'atteinte à la représentativité que notre premier député, M. Teffra, vous détaillera. Car l'article 3 du préambule de notre chère Constitution pose très clairement que c'est la souveraineté nationale qui appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants. Si ce gouvernement semble avoir fait une lecture un peu hâtive, la souveraineté nationale est bien exercée par le peuple. Et le fait d'instaurer une emprise régionale va simplement complexifier le système. Vous allez devoir redécouper toute la carte politique pour finalement une représentativité qui sera moindre. Les citoyens ne seront plus pris en considération. Et quelle est la limite à une dépolitisation complète de la société ? Mais si encore ça n'était que ça. Dans vos grandes ambitions, vous prenez le pire des 2 mondes en cumulant le scrutin proportionnel régional avec pour but d'atteindre une majorité. Cette mesure instaurera un monde de scrutin complexe pour aucun avantage. L'instabilité politique sera à son paroxysme et au-delà du blocage évident qu'il adviendra, l'absence de majorité implique un besoin de coalition. Et derrière ce besoin de coalition, c'est bien l'électeur qui est lésé par les partis, soit parce qu'ils ne peuvent pas appliquer les programmes promis, soit parce qu'ils les tordent. Veuillez conclure.
Ces dangers vous seront exposés par notre second député, M. Salis. Alors, cher gouvernement, vous deviendrez en fait la menace que vous prétendez combattre. Merci beaucoup. La parole est à présent à la ministre de l'Intérieur, Madame Lisa Saint-Leb. La question n'est plus de savoir si nous devons introduire la proportionnelle, mais pourquoi nous avons tant tardé. Ce que nous proposons, c'est une mesure de stabilité lucide, conçue non pour bouleverser, mais pour enfin refléter avec justesse ce que la nation désire. Ce modèle est abouti et uniforme. Au sein de l'Union européenne, la France est le seul pays à encore pratiquer le scrutin majoritaire pour élire son Assemblée nationale. Partout ailleurs, la proportionnelle s'est imposée. Elle n'est pas un quelconque pari risqué, elle est la norme. Alors, Madame la chef de l'opposition, lorsque vous dites que sans prime majoritaire, notre mesure n'a aucun sens, vous jouez le jeu des grands partis, que la prime majoritaire facilite. Vous montrez votre mépris des partis étouffés au second tour. Et votre solution de le supprimer n'en est pas une, car votre contre-proposition est dépassée. Le véritable problème, c'est qu'obtenir 51% des voix dans une circonscription offre immédiatement un siège aux députés. Qu'en est-il des 49 autres pourcents? C'est ce que notre Premier ministre a déjà dit. Nous n'appliquons cependant pas bêtement la norme voisine, nous l'adaptons à nos institutions. Nous adaptons un outil existant et fonctionnel aux spécificités de notre organisation territoriale, de notre histoire politique, de notre exigence démocratique. C'est pour cela que nous choisissons l'échelle régionale. Ce n'est pas faire de la proportionnelle pour faire de la proportionnelle, c'est utiliser un scrutin qui correspond à notre système national. L'inégalité des tailles des circonscriptions départementales n'aurait jamais permis une véritable proportionnalité car les listes auraient été trop petites. L'échelle nationale, elle, aurait été trop vaste pour garantir une représentation véritablement ancrée dans les réalités locales. L'échelle régionale offre l'équilibre parfait entre une représentativité fidèle à la diversité des opinions et une gouvernabilité pragmatique. Et il n'y aura pas de nouvelles découpes puisque les sièges par région seront ceux du nombre de circonscriptions que possède déjà la région. La proportionnelle ne fragilise pas le système, elle le renforce. Et vous faites preuve de simplisme lorsque vous expliquez qu'elle pourrait être responsable d'instabilité gouvernementale, alors qu'en pratique, cela n'est pas vrai, les gouvernements de coalition existent. Elle élimine les blocages artificiels créés par les votes barrages et permet des compromis politiques authentiques. Le vote barrage, fléau inévitable du scrutin majoritaire avec le vote utile, n'existeront plus. Nous offrons désormais aux Français la possibilité de voter pour le parti de leur choix et non pour le moins pire. Nous rapprochons la composition de l'Assemblée de la réelle volonté du corps électoral. Lorsqu'au second tour des législatives, l'électeur de la France insoumise fait barrage à l'extrême droite dans sa circonscription en votant pour Renaissance, il s'éloigne indéniablement de ses convictions initiales. Dans les faits, sa voix a été exprimée, mais dans l'idée l'a-t-elle vraiment été? Les Français devraient-ils vraiment se satisfaire d'une semi-représentativité? Je vais prendre votre question. Madame, si la proportionnelle... Madame, si la proportionnelle fonctionne si bien, pourquoi les élections européennes ont eu autant d'abstention alors qu'elles fonctionnent sur ce système? Alors, votre question n'a pas forcément de rapport parce que la réelle raison de l'abstention aux élections européennes vient du fait qu'il y a un trop grand sentiment de distance entre l'Union européenne et les citoyens français actuels. Vous parlez de 80% des Français en perte de confiance envers les partis, mais ne vous inquiétez pas car notre mesure le prévoit. Les partis, en effet, avec la proportionnelle, n'auront plus à convaincre 51% d'une circonscription puisqu'ils doivent convaincre le plus grand nombre pour essayer d'obtenir le plus de sièges possible à l'échelle d'une région. Et de la même manière, la proportionnelle ne force plus les partis à faire des alliances contraignantes avant les élections. Aujourd'hui, ces alliances sont une prison qui muselle les partis alliés dans des blocs dont ils ne peuvent sortir, comme par exemple les socialistes élus grâce au nouveau Front populaire, qui ne peuvent échanger avec le parti présidentiel sous peine d'être accusés de trahison. Mais demain, la proportionnelle régionale permettra à chaque parti de se présenter en son nom propre et de défendre ses idées. Les coalitions se feront après l'élection, lorsque les partis seront scrutés par leurs électeurs, en attente de responsabilité et d'attitude constructive. Proportionnelle, c'est l'écoute,
la négociation, la construction. C'est mieux représenter les idées, certes, mais c'est aussi mieux représenter les personnes. Car, chers membres de l'opposition, en tant que femme, je suis issue d'une majorité conditionnée à être une minorité alors que nous sommes 52% de la population française. Comment 52% de la population ne peuvent représenter que 37% de l'Assemblée nationale en 2024 ? La parité obligatoire sur les listes régionales agira sur cette statistique en ajoutant près de 10 points de pourcentage à la représentation féminine par rapport au scrutin majoritaire que vous proposez. Et ceci n'est pas un chiffre en l'air, mais une véritable nécessité. Et ne corrigeant pas qu'une injustice démographique criante, la proportionnelle transformera aussi notre vie politique en mettant fin à la domination artificielle de quelques blocs hégémoniques, en arrêtant le principe de l'opposition bête et méchante. Fini l'affrontement binaire, stérile, place à une assemblée du dialogue, du compromis, une assemblée qui débat. Une assemblée qui débat. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur le député Constant Teffra. Ils ont de l'ambition, ils ont de l'imagination, mais ils n'ont pas la solution. Celle qui répond à notre problème, celle qui concilie représentativité de nos élus nationaux, leur légitimité et la stabilité de notre régime politique et de nos institutions. Et oui, cher gouvernement, vous prenez bien la mesure de ces trois données, de ce système d'équations, mais vous en tirez une solution erronée. Et en vérité, je dois vous l'avouer, le sentiment que vous ne croyez pas vraiment à votre projet. L'instauration d'une élection proportionnelle, comme vous la définissez, pose une immense question de la représentativité. Les élections législatives sont l'occasion pour les citoyens d'examiner leur voix à l'échelle nationale, et il est sûr que la voix d'un citoyen à Mayotte, à Paris ou au fin fond de la Creuse n'a pas du tout la même sens, parce que ce sont des préoccupations très différentes. Il faut donc que leur voix soit entendue avec toute la spécificité du message qu'ils portent, et c'est pour cela que ce sont des élus très locaux. Ce sont des élus qui passent une moitié de leur temps en commission ou à l'Assemblée et qui passent l'autre moitié de la semaine dans leur circonscription pour rencontrer ceux qui les ont élus, pour rencontrer l'ensemble des habitants de cette circonscription et comprendre les enjeux qui s'y jouent. Lorsque votre mesure, l'ancrage territorial que vous définissez, à savoir à l'échelle de la région, il est un compromis douteux entre votre volonté, d'une part, de maintenir un semblant de représentation locale et le caractère proportionnel de l'élection. C'est un en même temps qui finit par un ni l'un ni l'autre. La réalité, c'est que votre régime, vos régions vont compter plusieurs millions de votants. On aura donc une liste par région, ce qui équivaut à environ une cinquantaine de députés, pour 4,5 millions d'habitants en moyenne. Donc, déjà que porter aujourd'hui sa voix et contacter ces députés peut sembler aujourd'hui difficile, alors qu'un député ne s'occupe que de 100 000 citoyens, alors imaginez quand vous êtes plus de 4 millions. Mais votre mesure balaye d'un revers de main cet ancrage territorial si nécessaire. Et cette nécessité est brûlante d'actualité. Rien que hier, certains députés ont envoyé un message aux citoyens de leur circonscription pour que ceux-ci écrivent une lettre concernant le projet de loi de la fin de vie, sujet si sensible, pour savoir ce que les Français, dont le député et le représentant, pensent. Demain, avec votre mesure, si je cherche à contacter mon député pour lui avertir d'un danger, je ne le peux plus parce que je n'ai en fait aucun député qui me représente véritablement. Votre mesure, qui se veut plus représentative des Français, est en réalité une atteinte à la démocratie représentative. Et je prendrai votre question. Trouvez-vous ça acceptable qu'un parti qui recueille 1 million de voix n'ait qu'un seul député en 2017 ? Eh bien justement, c'est l'enjeu des élections locales. Si ce parti est fort dans une petite circonscription, alors il enverra des députés. S'il recueille le million de voix sur l'ensemble, alors oui, c'est normal, parce que nous voulons le fait majoritaire, nous voulons que le pays soit gouvernable, désolé. Mais en plus de cela, vous qui défendez la proportionnelle qui consisterait à prendre une photographie de la société et de ses diverses opinions politiques, c'est-à-dire une meilleure prise en compte des petits partis politiques, vous faites tout l'inverse. L'erreur serait de croire qu'un même parti fait le même score partout. Mais c'est faux. Le Parti communiste, par exemple, fait un tout petit score à l'échelle nationale.
mais fait 65% dans certaines villes comme Dieppe. Et c'est là l'intérêt de descendre jusqu'à une échelle très locale. C'est d'aller saisir la spécificité du vote de chaque circonscription pour une meilleure représentation géographique, monsieur le Premier ministre. Et derrière cette crise de la représentativité vont s'enchaîner d'autres crises. Lorsque le citoyen ne se sent plus représenté personnellement, ainsi, alors d'une part, cela pousse à une dépolitisation de la société et d'autre part, cela crée une méfiance encore plus grande envers les institutions. Le citoyen français se retrouvera donc dans l'isoloir, à non plus voter un candidat, mais un dictionnaire de candidats, de noms qui s'enchaînent et qu'il ne connaît pas. Donc, cher gouvernement, vous nous dites que votre système sera plus représentatif, mais représentatif par des gens que l'on ne connaît pas et qui, eux, ne vous connaissent pas. Étrange représentation. Là voilà la vérité. Si vous voulez lutter contre l'abstention, véritable ennemi que vous avez soulevé de la démocratie, alors il faut redonner aux citoyens confiance en leurs institutions, et ce, par l'élection de députés qui vous représentent vraiment. C'est pourquoi cette opposition propose une solution qui répond à la crise d'instabilité actuelle, mais qui prend en compte également la représentativité par l'instauration du scrutin uninominal à un tour. Par conséquent, si demain plusieurs candidats se présentent dans une circonscription, seul le candidat arrivé en tête au premier tour est élu. D'une part, cela permet de dégager une majorité claire. Si ce système avait été appliqué depuis 1958, alors l'ensemble des élections législatives aurait dégagé une majorité claire, pratique. Et enfin, cela permet de maintenir la représentativité, c'est-à-dire l'ancrage territorial de l'ensemble de nos députés. C'est essentiel pour maintenir le lien entre le monde obscur de la politique et les Français. Alors, vous l'avez compris. Veuillez conclure. Par conséquent, chère Assemblée, pour la vraie représentativité, opposez-vous! Merci beaucoup. La parole est à présent, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La parole est à présent au ministre de la Démocratie et de la Citoyenneté, Monsieur Marouane Bénis. Une démocratie où des millions de voix n'ont aucun écho, où voter revient à choisir entre l'utile ou la conviction, entre le barrage et le renoncement, c'est une démocratie en crise. Notre système électoral, figé dans un modèle qui sacrifie la pluralité sur l'autel de la pseudo-stabilité, a cessé de représenter. Il fabrique des majorités artificielles, il assèche le débat. Il est temps de refonder le lien entre les citoyens et la politique, de réconcilier la parole et le pouvoir. La proportionnelle régionale n'est pas une utopie. C'est le seuil d'un Parlement, enfin fidèle à celui qui le compose. Vous évoquiez l'instabilité et le tripartisme, mais vous le faites mal. Comme vous l'a expliqué notre ministre de l'Intérieur, la présence de ces gros partis induit une opposition, si je puis dire, bête et méchante, qui ne permet aujourd'hui aucun dialogue, qui bloque le débat. Avec une plus grande pluralité, le dialogue sera nécessaire entre les grands partis et ceux qui sont jugés comme étant des moins grands partis. C'est ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. Et de toute façon, le calcul par les méthodes honte permet une bonne représentativité, permet à un seuil de se créer. Il est par ailleurs déjà utilisé en France pour les régionales. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience d'une réalité structurelle. Le système actuel produit une représentation profondément déformée du vote citoyen. En effet, le mode de scrutin actuel produit un effet de distorsion massif entre les voix exprimées et les sièges obtenus. Les partis dits petits, porteurs d'idées minoritaires mais tout aussi intéressantes que celles des grands partis, sont massivement sous-représentés, voire exclus du Parlement, malgré des centaines de milliers, voire des millions de voix. Un exemple emblématique, Europe Écologie Les Verts. Aux législatives de 2017, le parti a rassemblé 973 527 voix au premier tour, soit 4,3% des suffrages exprimés sur le plan national. Résultat ? Un seul siège obtenu à l'Assemblée nationale, une présence quasi inexistante pour un courant politique bien ancré dans le débat public, dans les mobilisations citoyennes, mais également dans les urnes.
Ce genre de distorsion n'est ni normal, ni démocratique. Et cela a des conséquences lourdes pour notre démocratie. À force de devoir voter stratégique, une large part des citoyens finit par ne plus voter du tout. Et en 2022, il y a eu plus de 52% d'abstention au premier tour des législatives. Un triste record. Et comment les en blâmer quand le système leur explique que leur voix ne changera rien? Ce n'est pas un hasard, c'est un symptôme. Car aujourd'hui, leur voix ne compte pas. Le résultat est joué d'avance. Le système favorise les vainqueurs et efface les nuances. La conséquence est claire, une crise de légitimité profonde. Je vais prendre votre question. Monsieur, quand vous l'avez soulevé... Monsieur, vous l'avez soulevé, il y a aujourd'hui 3 partis majoritaires à peu près à égalité. Comment constituer une majorité dès lors, lorsque 100 divisé par 3 fait 33 et non 51? Il ne s'agit pas spécialement de constituer une majorité, c'est ce que je viens d'expliquer, la majorité. On n'a pas besoin forcément de majorité pour pouvoir gouverner. Ce que je veux dire par là, ce que nous essayons d'expliquer, c'est que le dialogue est nécessaire. Dans un système de proportionnel, il est nécessaire de dialoguer. Les petits partis devront dialoguer avec les grands partis, et c'est comme cela que nous prenons des décisions. C'est comme ça que l'Assemblée nationale est censée marcher, en représentant et en dirigeant, tout en discutant. Aujourd'hui, leur voix ne compte pas. La conséquence est claire, c'est une crise de légitimité profonde. Les députés élus représentent de moins en moins leurs électeurs et l'Assemblée devient un lieu déconnecté des réalités vécues. Chers députés, contrairement à ce que vous affirmez, adopter un scrutin proportionnel plurinominal régional, c'est ouvrir l'Assemblée à la pluralité des idées, permettre à chaque voix de peser, de reconnecter les citoyens à la politique. Parce que, chers députés, selon le rapport de l'Observatoire interparlementaire, le passage à un mode de scrutin proportionnel permettrait de gagner 7 points en plus en participation, voire 12 chez les jeunes. Pour ne citer que cet exemple, dans un système similaire, en Danemark, le taux de participation aux dernières législatives était de 84%. Alors qu'en France, nous sommes à 66,7% aux dernières législatives, son taux le plus haut par ailleurs depuis 1997. C'est le symptôme d'un système qui sélectionne les partis dominants et neutralise les autres, même quand ces derniers représentent une part significative de l'opinion. Avec une proportionnelle plurinominale à l'échelle régionale, une telle situation serait impossible. D'une part, parce que les sièges seraient réellement répartis en fonction des suffrages exprimés, et d'autre part, parce que les citoyens ne voteraient plus pour une personne isolée, glorifiée en chef de parti et en chef de clan dans une circonscription un peu coupée du reste, mais pour une liste entière. Pour un projet collectif, pour une compétence d'équipe, pour une idéologie partagée. Cette logique actuelle d'exclusion, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, alimente directement le phénomène du vote utile. Aujourd'hui, on vote, mais on n'est pas toujours représenté. On choisit, mais on pèse peu. Et il est temps que chaque voix compte vraiment. Et c'est tout l'enjeu de la proportionnelle régionale. Merci beaucoup. Je me permets juste un petit rappel pour les équipes. Faites attention à communiquer peut-être un tout petit peu plus doucement parce que je sais que c'est un peu... Voilà. Pour les deux équipes d'ailleurs. Donc merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur le député Baptiste Salis. Certes, la représentation proportionnelle est un système en apparence raisonnable. Je ne demanderai qu'à y croire. Vous nous paraissez sympathique et entreprenant. Seulement voilà, par la formation d'une poussière de partis, chacun est sans force pour gouverner, mais très puissant pour empêcher. C'est ainsi que la politique devient un jeu des politiques. Car non, le gouvernement parlementaire, issu d'élections proportionnelles, ne sera pas le gouvernement du peuple. Il ne sera pas celui de la tribune. Et même, il ne sera pas non plus le gouvernement des commissions. Il sera le gouvernement des couloirs. Un gouvernement bâtard, sans cesse aveli par les intérêts des uns, les stratégies des autres. Que ce système plaise à l'élu, je le comprends. Mais à l'électeur, vous vous trompez lourdement. Deux éléments indispensables doivent toujours guider
l'organisation de notre régime parlementaire, la représentativité de l'Assemblée et la stabilité du gouvernement. Vous parvenez avec un talent assez minutieux, je dois l'admettre, à nier les deux en prétendant les affermir. Ce que vous faites, c'est établir le régime des partis, celui dans lequel les électeurs ne sont pas maîtres de leur gouvernement, où tout se fait dans le dos du peuple souverain, celui structurellement instable, qui tout au long de la 4e République a fait tomber successivement plusieurs gouvernements durant quelques jours. Ce régime des partis, cette tyrannie parlementaire, pose des problèmes démocratiques majeurs, avant et après l'élection. D'autant plus l'échelon régional, trop grand, impotent, sans signification pour l'électeur, souligne cette logique de parti. Un quidam de Guéret dans la Creuse va voter pour la même liste que l'habitant de Bayonne. Ça paraît relativement logique en termes d'ancrage local, c'est vrai. Alors, deux problèmes démocratiques. Avant l'élection d'abord, le scrutin proportionnel est plurinominal. Bien, chaque citoyen reçoit donc une liste de 30 ou 40 noms. Que faire? Comment faire pour les apprendre? Comme une liturgie? Soyons sérieux. L'électeur ne connaîtra ni le nom, ni le profil, ni les compétences, ni les aspirations des élus qu'il mène aux responsabilités. Il ne connaîtra rien de ceux pour qui il vote, rien de ceux qui auront été nommés discrétionnairement par les états-majors parisiens de ces mêmes partis. Une quarantaine de consciences qui se résumeront en quelques éléments de programme jetés sur une feuille double. Alors comment votera l'électeur? Eh bien, il votera pour son champion, son leader charismatique, naturel. Ces stars seront placées en tête de liste, voyez-vous, et chaque liste aura donc sa figure tyrannique et dominante pour laquelle l'électeur votera naturellement. La légitimité cathodique, télévisuelle, remplacera la légitimité politique. Un scrutin proportionnel renforce donc le poids des appareils partisans et crée des rentes politiques. Une société de cours inadaptée à nos sociétés du XXIe siècle. Mais alors, on entend que notre système serait une prise au grand parti par Madame la Ministre. Bien sûr, nous assumons l'importance du fait majoritaire, de la stabilité gouvernementale. Notre République est basée sur la solidité d'un exécutif, soutenu par sa majorité. C'est sa nature semi-présidentielle qui parle pour lui. Mais visiblement, vous n'y touchez pas. Vous y allez un petit peu à la louche, quoi. Alors, après l'élection, c'est encore pire. Mais enfin, je vais prendre votre question. Pourquoi vouloir absolument tuer la représentativité des petits partis? Parce que c'est ce que vous faites si en plus vous supprimez un tour. Pas du tout. Déjà, il y a des mouvements au sein d'un même parti politique. Vous le savez bien, des nuances, des précisions que chaque candidat apportera. Et tout en étant nourri par ces nuances, un parti peut gouverner le pays. Ce qui n'est pas le cas d'un attelage de minuscules partis de 1 ou 2%. Alors, nous aurons demain un gouvernement allant par exemple de la République En Marche au parti animaliste, je ne sais pas. Alors, que décider sur les boucheries? Comment gouverner ce pays? Bon, enfin... Après l'élection, c'est encore pire, je vous le disais. C'est la gabegie démocratique, le temps des grandes manœuvres cyniques. Les renversements de gouvernement étant le fruit, non pas de nouvelles élections, mais du renversement d'alliances entre les partis politiques. L'électeur n'en sait jamais rien. Il n'en a ni le contrôle, ni le choix. Les décisions se prennent en catimini, dans le clair-obscur, parfois même des chambres à coucher. L'électeur, au moment de son vote, ne sait rien des alliances qui viendront former un semblant de gouvernement. Ainsi, vous obtenez un paradoxe dangereux, un double mouvement repoussoir. Une radicalité politique exacerbée pendant la campagne. Et oui, il faut se radicaliser si on veut se différencier du parti qui est juste à côté de soi. Alors si on est socialiste, on va vouloir être plus à gauche que les écologistes, et puis si on est LFI, on va se radicaliser encore plus. Et pour autant, une compromission absolue après les élections. Alors l'électeur n'y comprend plus rien, et puis quand on lui promet le grand soir à l'élection suivante, il ne vote plus. Alors, ainsi, on nous parle aussi de la culture du compromis. Mais c'est la culture de la compromission en réalité. On nous cite l'exemple de l'Allemagne, comment cela marche en Belgique, en Espagne. Mais après tout, puisque selon Monsieur le Ministre, il n'y a pas besoin de majorité pour gouverner, ah mais c'est vrai. Alors allons-y gaiement. Notre proposition de loi vise à redonner ses lettres de noblesse à la Ve République. Avec un scrutin majoritaire un tour, une majorité plus ou moins large se dégage dans une majorité de circonscription. Mais également, cela renforce le caractère représentatif, dans la mesure où le mouvement aura montré sa capacité à convaincre dans chaque circonscription, c'est-à-dire dans tout le pays. C'est ainsi que nous pourrons sortir du marasme politique par la stabilité, grâce à la représentativité, avec franchisme et sans artificialité. Merci beaucoup pour... S'il vous plaît. Ouais, je vais pas essayer de carrer. Merci beaucoup. Pour conclure du côté du gouvernement, j'appelle Madame la rapporteure générale Charlotte Hémon.
Pardon. Il peut te laisser. On ne change pas une équipe qui perd. Enfin, c'est ce que l'opposition essaie de nous faire croire. Alors qu'il est temps de changer les règles du jeu et de choisir le scrutin proportionnel, nous devons aller plus loin. Nous devons avoir le plurinominal pour les élections législatives. Nous devons changer de système. 2 questions sont au cœur de ce débat. Pourquoi le suffrage proportionnel et surtout, quelle est la meilleure manière de le mettre en place? La réponse que nous avons présentée soulève des enjeux, allant de l'équipe libre des forces à l'Assemblée nationale, de l'abstention à la légitimité des députés, et non pas la question des boucheries ou des soi-disant magouilles de parlementaires. Concrètement, notre projet est de modifier les articles L123 à L126 du Code électoral pour passer à un scrutin proportionnel plurinominal régional. Loin d'être une chimère, notre système sera ainsi représentatif, moderne et réfléchi. Il est temps que la réalité s'aligne avec les principes. Il est temps de modifier ce code électoral avec des circonscriptions régionales, avec le même nombre de députés à l'Assemblée nationale et surtout en exigeant la parité également. Car oui, nous avons l'imagination, l'ambition, mais aussi la solution. Vous nous appelez divertissants, mais nous sommes surtout résolument sensés. Tout d'abord, nous avons prouvé que l'échelle régionale est celle qui permet de représenter tous nos territoires tout en garantissant une proportionnalité de qualité. Vous parlez d'un compromis douteux, en réalité, il est justifié. D'une part, on permet une représentation de liste avec un ancrage régional, incluant différentes identités qui ne seraient donc pas noyées, comme ce serait le cas avec une proportionnelle à l'échelle nationale ou encore avec un seul tour pour un système majoritaire. D'autre part, comme les députés d'une région se répartiront un grand nombre de sièges, alors une diversité de qualité pour les partis pourra être trouvée. Vous critiquez d'ailleurs le système de liste que l'on utilise déjà pour les européennes. Vous parlez du fait qu'elles portent trop d'abstention. Or là, c'est lié à la distance. De plus, par rapport à la distance, la région, ça parle. Les Français se sentent parfois plus d'une appartenance régionale que simplement à une simple circonscription qui est une donnée administrative calculée sur la démographie. En plus, vous parlez d'un annuaire, d'une liturgie de liste, mais c'est déjà quelque chose que l'on utilise. Et apparemment, on sait s'y retrouver. Je vais prendre votre question. En quoi la répartition des pourcentages restants via la méthode d'Hondt favorisera les minorités alors qu'elle donne précisément les pourcentages restants aux majorités? La méthode d'Hondt, justement, ne donnera pas une place trop importante aux minuscules minorités, mais elle donnera justement une place aux minorités qui ont un certain poids, c'est-à-dire les petits et moyens partis, et non pas les micro-partis que l'on pourrait retrouver. Par rapport à l'échelle de la circonscription, 1. Tous les habitants d'une circonscription ne connaissent pas leur député. Un député n'a pas serré 100 000 mains venant des personnes de sa circonscription. Vous semblez donc ignorer la réalité concrète de ce que c'est un député. Votre proposition d'ailleurs prétend permettre la représentativité. Et comment? En faisant avaler de force aux Français un scrutin majoritaire à un tour. Comment représenter correctement les Français quand justement on fait taire une énorme partie des votants? Vous citez l'article 3 de la Constitution sur la souveraineté nationale et selon vous, la solution est de faire rentrer la nation dans un moule trop étroit qui gomme nos différences, qui font pourtant la richesse de notre pays. Nous avons expliqué pourquoi nos institutions ressortiront plus fortes de cette réforme. On évite les logiques de troisième tour. On évite aussi les majorités dopées au suffrage majoritaire. Il y a en effet aujourd'hui un effet de distorsion qui est négatif pour les petits partis et qui est favorable aux grands partis. Or, pour un Français, pour un électeur, pouvoir avoir le choix, la possibilité et une raison crédible de voter pour un petit parti, ça encourage vers les urnes. Par ailleurs, vous voyez le fait d'avoir de multiples partis comme étant un cauchemar. Ce n'est pas le cas. De nombreux gouvernements fonctionnent de cette manière. Par ailleurs, le radicalisme dont vous parlez, en fait, cela n'existera pas. Tout simplement parce que la proportionnalité pousse les élus à vouloir de plus en plus avoir de plus en plus de votes dans leur conscription. Ils n'ont donc pas intérêt à se radicaliser. Ils n'ont plus à brosser dans le sens du poil de leur petite base locale. Justement, ils voudront englober le plus d'électeurs possible. Les discours politiques vont donc non pas se radicaliser, mais justement rentrer dans une piste qui sera relativement faisable, qui pourra permettre un gouvernement qui ne s'écharpera pas d'ailleurs sur la question des boucheries.
Aujourd'hui, le paysage politique est divisé. C'est une tendance générale en Europe. Et il vaut mieux institutionnaliser, il vaut mieux reconnaître ce problème, le regarder en face pour le transformer en solution. Des gouvernements de coalition pourront donc émerger. Les citoyens retrouveront confiance dans les députés. Car oui, c'est aussi ça l'enjeu. Ce n'est pas seulement de dire que l'on va voter pour un petit baron local que l'on connaît depuis toujours. Justement, vous rentrez dans la nuance, enfin, vous refusez la nuance que l'on essaie de vous expliquer. Et quand on refuse la nuance, on refuse la vérité. Merci beaucoup. Pour clôturer ce débat, j'appelle à présent Monsieur le secrétaire général de l'opposition, Nathan Ginestian. La proportionnelle est un mirage. C'est un remède pire que le mal qu'elle prétend combattre. Elle est intuitivement favorable à la justice électorale. Elle présente un visage qui mériterait le bon Dieu sans confession, mais c'est précisément ce visage qui permet les plus belles escroqueries du monde. Et votre mesure est de ces escroqueries. Belle en apparence, vide à l'intérieur. Votre mesure se fonde sur la représentativité, notion essentielle lorsque l'on parle de représentation proportionnelle. Ne me regardez pas comme ça, madame la députée. Mais la représentativité est limitée aux petits et moyens partis, et non pas aux mini-partis, parce qu'eux n'ont pas le droit d'exister. On a du mal à comprendre, madame la rapporteure générale, ce qui fait la différence entre le petit et moyen parti qui a, lui, le droit d'exister, et le mini-parti qui, lui, ne mérite que des voix perdues dans la rue, mais certainement pas à l'Assemblée nationale. Cette mesure, vous l'expliquez aussi parce que vous nous dites que nous sommes le seul pays de l'Union européenne à agir encore avec un scrutin majoritaire. Je vous l'accorde. Nous sommes aussi, comme l'a rappelé mon second député, le seul pays de l'Union européenne à avoir un régime semi-présidentiel, un système constitutionnel différent, système électoral différent. Réformez la Constitution, abolissez la figure présidentielle si vous mettez en place une proportionnelle. Mais soyons cohérents, je vous en prie. D'autant plus qu'en Union européenne, l'immense majorité des États met en place une prime majoritaire. C'est-à-dire que le parti qui obtient la première place au niveau national obtient quelques députés en plus, cadeau, histoire de former une vraie majorité forte. Mais vous ne mettez pas en place cette prime majoritaire. De sorte qu'en réalité, si ce système fonctionne en Union européenne, c'est grâce à la prime majoritaire. Et s'il ne fonctionnera pas ici, c'est parce que vous ne l'avez pas prévu. Vous n'avez pas pensé votre mesure, cher gouvernement. Parce que cette absence de prime majoritaire, elle va causer une instabilité politique désastreuse. Parce que les gouvernements se font et se défont du jour au lendemain, comme les gouvernements de la 4e qui duraient parfois 15 heures ou de la 3e qui duraient 1h30 parfois. Voilà ce qu'elle va causer. Et mon deuxième député vous l'a rappelé. Le consensus dont vous rêvez, c'est l'extrême gauche qui vote avec l'extrême droite sur le budget parce qu'ils ont un accord sur la TVA et les patates douces. Voilà ce qu'est votre consensus, une compromission constante, une absence totale de gouvernabilité du pays. Oui, cher. Allez-y, puisque j'étais en train de faire une pause. Avec plaisir. Comment justifiez-vous ne pas considérer les 49.3, les dissolutions, les remerciements de gouvernement comme une sonnette d'alarme? Écoutez, ce que vous décrivez deviendra en réalité le quotidien si votre mesure passe. Parce que oui, par 2 fois, le fait majoritaire a échoué sur 65 ans de réussite. Mais si vous instaurez la proportionnelle, le fait majoritaire disparaissant, vous êtes certain de n'avoir jamais de majorité, toujours des renversements de gouvernement et toujours des 49.3. C'est absolument sûr. Donc, effectivement, nous considérons que c'est une sonnette d'alarme, mais nous considérons que c'est une sonnette d'alarme pour notre contre-mesure, c'est-à-dire pour un scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui permet aux électeurs, dès le premier tour, d'aller vers le vote de cœur, le vote d'adhésion, et non pas d'avoir ce second tour avec le vote de refus. Vous ne choisirez juste, vous n'éliminerez plus. Parce que dans la représentation proportionnelle, on est obligé pour exister de se coaliser. Peu importe ce qu'en pense votre ministre, il faut des majorités pour gouverner parce qu'il faut être 50+1 pour voter une loi. Oui, il nous faut des majorités, mais ça sera des majorités de circonstances. La majorité du jeudi ne sera pas celle du vendredi, qui ne sera pas celle du dimanche soir à minuit ou à 2h du matin. Et votre problème est bien là. Vous dépossédez l'électeur de la chose politique. À l'heure où notre société est dépolitisée, vous pourriez vous rasseoir, madame. À l'heure où la société est dépolitisée, vous dépossédez encore plus l'électeur de la politique. Parce que lorsque
l'accord se fait, la coalition se fait après l'élection. L'électeur, lorsqu'il met son bulletin dans l'urne, l'électeur socialiste, quand il met son bulletin dans l'urne, il ne sait pas qu'en fait ce bulletin, il va se verdir parce qu'il va y avoir un accord entre les PS et les Verts. Et c'est bien là le problème de votre mesure, c'est que le socialiste, lui, quand il met son bulletin, il ne sait pas si ce bulletin il va aller un peu à LFI aussi ou un peu au centre droit aussi. Et c'est bien là la difficulté. L'électeur ne participe plus directement à la formation des gouvernements. Il délègue le pouvoir de négocier la formation du gouvernement. Mais ça n'est pas ça la volonté générale. Alors, oui, bien sûr, lorsque vous entrez en représentation proportionnelle, vous donnez un sentiment de meilleure représentativité aux électeurs. Ben, vous oubliez une représentativité essentielle, c'est le maillage territorial que vous n'avez expliqué, mon premier député. Encore faut-il, pour qu'un parti soit représentatif, qu'il soit capable de convaincre des Hauts-de-France, en Bretagne, jusqu'à Strasbourg, en passant par Marseille et Bayonne. Or, votre mesure, elle permet à des partis qui cartonnent en haut de la France, au nord, mais pas du tout dans le sud, de représenter pourtant une majorité, alors qu'ils ne sont capables de mailler réellement que la partie nord du territoire. Vous voyez très bien de quelle partie je parle. Ainsi, vous éloignez les électeurs des idées. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il y a une liste de plusieurs députés, généralement on en connaît un ou deux. Personne ne connaît l'entièreté des députés, ils connaissent les têtes de liste, et c'est sur ces gens-là qu'on va voter. On ne va pas voter pour des idées, on va voter par la personnalisation du pouvoir, parce que ces stars, ces têtes d'affiche dont parlait mon second député, vont nous convaincre. C'est un attachement personnel aux députés que vous prenez, mais pas l'idéologie politique. D'un politique incompétent, c'est la cravate qu'on salue. Le gouvernement juge cette réforme démocratique, mais c'est un aveu d'incompétence. Vous renoncez à convaincre, vous vous résignez à coexister. D'avoir patienté pendant ces délibérations. Je tiens à préciser d'ores et déjà, parce qu'on nous l'a pas mal dit sur les chocs précédents, si nos retours sont très restreints, c'est normal, c'est bien sûr parce que là, la décision est quand même grande, donc on essaye de gagner le plus de temps possible et bien évidemment, les équipes pourront nous contacter pour des retours d'équipe et personnel. Voilà, donc tout ce qu'on dira ne sera pas la totalité de nos retours, je le précise parce qu'on nous l'a déjà dit. Je laisserai bientôt la parole à mes collègues, et amis, mais pas du tout sérieux, mais en tout cas, merci beaucoup aux deux équipes pour ce choc. C'était un sujet technique. Je sais, mais vous avez vraiment réussi à maîtriser en fait l'essence de ce sujet. En tout cas, dans ce débat, on a entendu les enjeux qui méritaient d'être soulevés et je pense que l'auditoire a aussi, même si c'est un sujet assez technique, compris la majorité des enjeux que ce sujet impliquait. Donc pour ça, félicitations aux deux équipes parce que ce n'était pas... Du coup, je vais dire l'inverse de ce que Zoé vient de dire. Non, plus sérieusement, en soi, c'est vrai qu'on a compris donc, totalement les enjeux, les constats. D'ailleurs, vous étiez fondamentalement d'accord sur les constats. Mais, comme elle a dit, c'est un sujet très technique, très juridique et très politique. Donc, on attendait quand même un cadrage particulièrement précis. Parce que, mine de rien, il y a du public. On n'est pas tous spécialistes de ce sujet-là. On n'a pas tous fait un M2 de droit. Mais donc, on attendait donc d'un gouvernement aussi cette idée d'être beaucoup plus précis sur la proportionnelle, chose que l'opposition vous a beaucoup relancé, ne serait-ce que sur les seuils. Donc n'hésitez pas à bien vous adapter, bien répondre, après bien prendre en compte ce que l'autre équipe vous dit. De votre côté, c'est pareil. Même si vous avez assez bien cadré, il fallait aussi vulgariser le plus possible à votre auditoire parce que c'est l'enjeu des demi-finales et des finales, c'est de ne pas seulement s'adresser aux orateurs qui ont travaillé pendant 24 heures ou 48 heures un sujet, mais bien de s'adresser à toutes les personnes qui sont ici, qui sont concernées. Donc voilà, si on prend la parole, c'est ne serait-ce
oui, ok, on est dans un championnat universitaire, c'est très sympa, c'est très cool, mais en vrai, prenez des paroles qui sont utiles, donc n'hésitez pas à porter vraiment vos voix sur ces sujets-là et proposer de vraies choses. Donc pour compléter et finir sur les retours globaux, je vais revenir sur plusieurs choses. Premièrement, pour beaucoup d'orateurs, j'ai beaucoup aimé les incarnations qu'il y a eu. Zoé, vous avez dit au début de vous amuser, et pour beaucoup d'orateurs, on a vu que ça a été le cas, donc très très bien. Aussi, j'aimerais remercier le public pour l'entrain qu'il y avait à chaque passage d'orateur. Merci au public, et donc les deux petits éléments de forme avant d'annoncer les résultats. J'ai bien aimé personnellement la partie questions-réponses qu'il y a eu durant ce débat. J'ai trouvé que les réponses particulièrement étaient toujours assez constructives, assez bien faites. On voyait que vous avez maintenant l'habitude d'improviser, de vous retrouver en difficulté face à quelque chose que vous n'avez pas spécialement anticipé. Au niveau de la gestion du temps, pareil. Donc très très bien. Et peut-être un point négatif évidemment pour terminer, sinon c'est pas drôle. Pour beaucoup, les textes étaient beaucoup trop lus. Pour une demi-finale avec 48 heures de prépa, en vrai, du coup pour l'équipe qui se qualifiera en finale et pour ceux qui veulent éventuellement continuer l'année prochaine, lire autant à ce stade de la compétition particulièrement, c'est sera de moins en moins admis. Donc je vais annoncer le titre du meilleur orateur, surtout que ça doit... Il y a du suspense, enfin pour vous. Le titre du meilleur orateur a été accordé à Constant. Bravo Constant. Non. De manière plus générale, vous le savez, c'était, bon, je vais dire des généralités, mais qui sont des vraies généralités. On envoie une équipe en finale, qui plus est contre Dauphine, qui est aussi une excellente équipe, c'était gratuit. Donc c'est sûr que le choix a dû se baser surtout sur la considération que une finale, c'est pas comme toutes les autres phases du championnat en fait. Là, vous avez été pendant toute la compétition face à nous qui connaissons bien l'exercice, qui sont un peu des techniciens, du débat parlementaire, ça part à volo. Et si vous voulez, en finale, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se crée. Vous êtes face à des professionnels, vous êtes face à un auditoire, vous êtes dans un contexte particulier. Et c'est vraiment le moment de la compétition où il va falloir se transcender. Et on a trouvé que ce soir, il y avait une équipe qui, en plus d'avoir bien vulgarisé un sujet qui était pourtant très complexe, a su se transcender dans ses discours. Et c'est pour cela que nous avons décidé de qualifier en finale l'équipe de Révolte-toi Assassin. Je vais dire un dernier mot. Félicitations à Révolte-toi Assas pour sa qualification en finale. Vous allez donc affronter Dauphine Éloquence, ça promet. Et félicitations au Tribun de Saint-Germain pour leur participation et également pour leur parcours jusqu'ici. Vraiment félicitations et pour votre progression et pour tout ce que vous avez donné dans cette compétition. C'est des équipes comme vous aussi qui font la FF2, donc vraiment merci à vous et bravo. Moi je suis désolée, je vais prendre une seconde juste parce que donc c'est notre dernier match de débat parlementaire qu'on va juger et je pense qu'on pourrait totalement applaudir Zoé et Maria-Inès qui n'est pas là mais qui vont... Moment émotion, tout le monde va un peu s'en foutre, mais c'est pas grave. Sachez que de manière générale, je m'adresse aux deux équipes et je m'adresse aussi à toutes les équipes qui ont participé à la compétition. Ça a été un véritable plaisir de juger tout le monde. C'est vrai que le débat parlementaire, je pense qu'on a compris, c'est un exercice qui me tient beaucoup à cœur. Et vous avez vraiment su
incarner ce qu'on a voulu transmettre cette année, qui est au-delà de, oui, on est des étudiants qui font leurs petits trucs un peu élitistes, et puis ensuite, on se bagarre et tout. On est quand même là, avant tout, pour prendre la parole et pour délivrer un message qui a une importance. Et ça, je trouve que vous avez vraiment, vraiment réussi à l'incarner, à vous dépasser. Et ça a été un véritable plaisir. Et si c'était à refaire, je le referais totalement. Donc, merci. Je sais pas si je suis censé dire quelque chose, mais c'est vrai que du coup c'était le dernier choc de débat. Après il y a le plaidoyer samedi pour moi, donc j'ai pas encore totalement. Ouais, à 15h30. À la mairie du 16e arrondissement, donc du coup j'ai pas encore totalement terminé de juger, mais pour cette année en débat parlementaire c'est terminé. Moi ça fait 2 ans, c'est long. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je commence à être aigri en fait. C'est parce que j'en ai trop vu et du coup dès que vous faites des trucs nuls, ça m'embête encore plus. Non en vrai. Je suis quand même qui part en vrille pour le dernier truc. Non, en vrai, je suis très content d'avoir fini le fait de juger le championnat débat parlementaire cette année sur ce choc-là qui était très qualitatif. Donc merci à vous et merci à toutes les autres équipes. Et j'espère du coup vous revoir l'année prochaine si jamais vous souhaitez recommencer ce championnat. Bravo.